Bonjour, je suis Stéphane Alix dans Au-delà des masques. Bienvenue dans Au-delà des masques, un podcast qui nous fait du bien et qui nous fait avancer. Stéphane Alix, vous le connaissez sûrement, ancien reporter de guerre, auteur, explorateur acharné de la conscience et des phénomènes qui nous échappent. Cet homme qui a vu la mort droit dans les yeux et qui, aujourd'hui encore, cherche à la décoder. Alors, Stéphane, je le suis depuis plus de 10 ans, notamment depuis la sortie de ce fameux livre, ce best-seller, Le Test. Il y a eu l'après également, et la mort n'existe pas. Aujourd'hui, on va parler de son nouveau livre, La preuve des éditions HarperCollins. C'est l'enquête où Stéphane Alix va tester des médiums, un mentaliste également, avec juste la photo d'Aurélie, victime d'un féminicide. Alors, des révélations ultra précises qui collent tellement à la réalité qu'elles pourraient bien prouver que les morts nous parlent vraiment. Une enquête personnelle qui secoue la science, nos croyances et peut-être même notre façon de voir la vie. Rendez-vous sur la chaîne YouTube Peggy Parisotto. On s'entend également via les plateformes de streaming dans Au-delà des masques, Spotify, Apple Podcast, Deezer et Amazon Music. Je vous embrasse très très fort. Merci d'être nombreux et de continuer à suivre Au-delà des masques. Bonjour Stéphane. Bonjour Peggy. Je suis honorée, merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation. Merci à HarperCollins, la maison d'édition. Merci à eux d'avoir organisé également cette belle rencontre. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais lui poser comme question après toutes les interviews où tu es partout. C'est ça qui est génial, un peu partout en Belgique, parce qu'en ce moment, tu es en conférence. C'est pas la première fois d'ailleurs que tu viens en Belgique, hein. Ah non, c'est pas la première fois. J'adore le public belge. J'avais commencé une grande tournée de conférences en 2004 avec Exploration du monde. Et là, c'était pour un autre sujet. C'était pas sur la conscience, c'était sur l'Afghanistan. J'ai travaillé pendant longtemps en Afghanistan. Donc, j'ai fait 40 conférences à travers la Belgique. J'ai sillonné les routes de Belgique. C'était assez extraordinaire, la rencontre avec le public. Bon, on dit souvent les Français disent on aime bien les Belges. Est-ce que toi, c'est quoi ton ressenti quand tu viens en Belgique? Comment tu te sens? Ben oui, c'est ça. C'est vrai que ce que j'apprécie ici, c'est le sourire, l'écoute et une forme de réceptivité sans a priori. Souvent et notamment sur les sujets sur lesquels je travaille aujourd'hui, liés à la vie après la mort, à la question de la conscience, des sujets qui traitent parfois au surnaturel. Souvent, je peux avoir, dans des conférences ou des gens qui vont me poser des questions, mais qui ne sont pas des questions, qui sont juste des moyens pour eux d'affirmer ce qu'ils pensent, ce qu'ils croient, et cetera. Or, moi, la croyance, ça m'intéresse pas. Je suis journaliste et je travaille sur, les faits et j'essaie de voir quelles informations on peut tirer de ces faits-là. Les interprétations sont assez secondaires et ici, j'ai l'impression d'une vraie écoute, d'un vrai dialogue, d'un vrai partage, loin des certitudes, mais autour d'une volonté d'explorer en commun ces sujets-là et c'est vraiment spécifique à la Belgique. J'ai le sentiment, tu vois, il y a une bienveillance dans le pays, en fait. Les gens sont, voilà, on parle. C'est vrai qu'il y a les médias, ok, mais on est moins piquant. C'est ce C'est que je vais dire. Ou en tout cas, si on l'est, c'est toujours avec un peu d'humour, mais avec douceur. Oui, parce que j'ai quand même des questions pointues, des questions exigeantes, mais voilà, et comme tu dis, effectivement, avec douceur et bienveillance, et c'est agréable. On va Voilà. parler aussi d'autre chose. Est-ce que tu as quand même goûté 1 ou 2 repas traditionnels de la Belgique? Alors, bah, j'ai goûté des choses merveilleuses. Encore hier soir, je me disais: «Mais qu'est-ce que c'est bon ici quand même!» C'est vrai? Voilà, je sais pas si c'était très spécifique à la Belgique ou pas, mais C'était quoi? je me suis régalé. Alors, c'était de la viande, du bœuf cuit 24 heures avec une sauce au vin Ah! D'accord, oui, 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 je vois, oui, oui, et je oui. me suis régalé. Oui, oui, Voilà. oui. Avec des frites, j'espère? Non, justement, parce que je voulais manger des trucs un peu plus sains, donc il y avait quelques légumes, mais les frites, c'était à midi, j'en avais mangé évidemment.
En tout cas, tu es le bienvenu en Belgique. Et ce qui est génial avec Au-delà des masques, on traverse aussi les frontières, puisqu'on a aussi la Suisse, le Canada qui nous écoutent. Donc Mmh. ça, c'est chouette. Et puis le Luxembourg, évidemment, sans oublier, et nos amis les Français qui sont nombreux. Alors, donc comme je te disais au début, je ne savais pas par où commencer. Je me dis, mais qu'est-ce que je pourrais poser comme question? Et puis je me suis dit: «Non, je vais moi lui poser la question, une question que tu aurais aimé qu'on te pose et qu'on n'a pas osé ou qu'on t'a jamais posée, ou une information que tu aurais voulu, partager, que tu n'as pas encore partagée et que tu vas le faire de manière inédite pour Au-delà des masques». Ah, waouh! Il y a peut-être une question qui va rebondir avec une question qui m'a été posée, avant-hier soir, à Louvain-la-Neuve pendant ma conférence, hem, qui a le trait au fait à la façon dont moi je me positionne par rapport à l'accueil qui est fait de mon travail en France et en Europe. Hem, Ça fait 20 ans maintenant que je publie des livres et que je fais des enquêtes sur la question de la conscience, sur la question de la vie après la mort. J'ai l'impression d'avoir fait un travail d'une grande rigueur, journalistique. Je me suis mis la barre vraiment très, très haut pour, et notamment dans le livre que j'ai publié il y a 2 ans, qui est une sorte de synthèse de toutes ces années de travail, qui s'appelle «La mort La mort n'existe pas», n'existe pas, oui, que tu dédies à Luna. à ma On fille Luna. reparlera, ouais, ouais. Avant ça, c'est vraiment une enquête, c'est vraiment un travail de synthèse, d'articles scientifiques, d'expériences, de recherches que j'ai menées pendant presque plus de 15 ans sur la question. Et la question qui m'a été posée, c'est est-ce que, quel est votre ressenti sur la façon dont votre travail est perçu, en France plus spécifiquement? Et c'est vrai que je commence parfois aujourd'hui à avoir une forme de, pas de lassitude, mais de tristesse à voir que, le débat, même si la situation évolue, même si ces sujets-là sont aujourd'hui perçus peut-être différemment qu'ils ne l'étaient il y a 20 ans, j'ai l'impression que pour beaucoup, et notamment dans les grands médias, il y a une forme de systématisme, d'indifférence ou de critique un peu a priori. Heu, est-ce que c'est parce que je prends de l'âge? J'en sais rien, mais je commence à être de plus en plus déconcerté de voir, voilà, l'indifférence qui peut entourer la perception de ces phénomènes, de ces sujets qui touchent au spirituel, qui touchent pour moi à un des fondements de notre réalité. Hem, je suis, je suis pas opposé au débat, je suis pas opposé à la critique. Au contraire, je suis, en tant que journaliste, demandeur même d'un débat et d'une discussion autour de ce que je peux raconter dans mes livres. Ce qui me déconcerte plus, c'est l'indifférence. Des gens qui s'en foutent. Hem et ça, est-ce que c'est un phénomène de société qui va aller en s'amplifiant? Est-ce que c'est, cyclique et qu'on va revenir peut-être dans une période un peu plus bienveillante et d'ouverture sur les questions? Je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que cet abêtissement d'une société sur ces sujets-là correspond aussi à une forme d'abêtissement du monde et de la société par rapport aux enjeux qu'on est en train de traverser. Hem, voilà, voilà, c'est peut-être en âge que enfin l'âge On qui devient plus accentue ça. sensible avec l'âge, on a plus de sagesse aussi, ça je le remarque, également. Mais, ce que j'entends, ce que je ressens, ce que tu dis là, est-ce que c'est pas de la peur finalement? Parce qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup plus ouvertement, la médiumnité, de ce monde invisible. Il y a des milliers de livres également, tu vois? Et ce qui n'était pas le cas, avant, ou alors on marchait sur des œufs, et aujourd'hui on en parle plus ouvertement. Est-ce que c'est pas une peur finalement? Hem, De notre société, tu veux dire? oui, de notre société, peut-être que les gens je ne sais pas s'ils s'en foutent réellement, mais est-ce que n'ont-ils pas, eux, peur, Oui, bien de sûr. ce qui se cache justement derrière ce monde invisible? Bien sûr, les mécanismes de déni sont toujours liés effectivement à la peur, à l'appréhension, d'être bousculé un petit peu dans ses croyances et dans ses certitudes. Heu, mais justement, comme tu le dis, on en parle de plus en plus. Je pense qu'aujourd'hui, scientifiquement parlant, on a plus d'éléments qui permettent d'attester que la conscience ne se limite pas à l'activité de notre cerveau, que les expériences de mort imminente ne sont pas juste des délires ou des hallucinations, que les médiums ne sont pas juste tous des charlatans, mais qu'il y a quand même un phénomène qui nécessite de s'y pencher un petit peu. J'observe à titre privé que voilà, plein de personnes, et parfois des personnes éminentes, s'intéressent et ont une grande ouverture d'esprit envers ces sujets-là. Mais voilà, dès lors qu'il s'agit de s'exprimer publiquement, il y a aussi cette frilosité qui,
devient de plus en plus, à mes yeux, une forme d'insulte à l'intelligence, de rétrécissement du champ de notre intérêt et de notre curiosité. Et ça, c'est jamais bon, en fait. C'est jamais bon. Mais voilà, c'est mon humeur du moment. Tu me demandais de partager quelque chose que je n'évoquais pas forcément souvent. Sachant que, bon, je te suis depuis des années, mais tu restes un journaliste et c'est ça que combien de fois on me dit mais qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce qui te plaît chez Stéphane? Ben, je me dis, c'est quelqu'un à la base qui est cartésien et en fait qui démontre qu'il existe justement la mort. Dans la mort n'existe pas. Là, tu fais vraiment tout un cheminement en parlant des expériences de mort imminente. Tu vas vivre des expériences chamaniques également. Donc, tu vas vraiment tu vas vivre ta propre expérience, mais tu la partages à tout le monde. C'est ça qui est incroyable. Donc, tu es vraiment, comment je veux dire, tu n'es pas là pour convaincre. Bien au contraire. Parfois même, je me dis, waouh, il titille. Tu vois, tu vas titiller les médiums. Tu vas lui dire, oui, bon, ça me semble pas vrai ou c'est un peu gros comme une maison. Mais j'ai le sentiment, quand je te lis, tu le fais exprès pour démontrer, pour que la personne vraiment prouve que non, 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 c'est bien quelque chose qui est inexplicable. Donc, tu as, à travers tes ouvrages, tu témoignes en fait. Au-delà de convaincre, tu témoignes, tu démontres. Là, je fais un travail de journaliste et c'est vrai que cette curiosité, cette enquête que je mène sur la question de la conscience depuis presque 20 ans m'a amené aussi à vivre des expériences personnelles, à faire des explorations plus personnelles. Et dans le livre La mort n'existe pas, je mêle un peu les deux. Je mêle à la fois le travail d'enquêteur que j'ai fait et le travail aussi personnel d'exploration à travers le chamanisme ou d'autres techniques d'état modifié de conscience. Mais je reste effectivement, comme tu le dis, journaliste. Et dans mon dernier livre, La preuve, j'ai vraiment une approche extrêmement journalistique et scientifique de la question de la médiumnité. Il ne s'agit pas là de raconter ni ma vie, ni mes opinions, ni quoi. Il s'agit de savoir si réellement des hommes et des femmes qui prétendent être médiums peuvent communiquer avec des défunts. Et si c'est le cas, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Qu'est-ce qu'on peut ne pas en attendre? Est-ce que c'est une conversation comme celle qu'on a maintenant ou pas? Est-ce qu'il y a des paramètres qui peuvent parasiter ces expériences? Enfin, voilà toutes les questions que je pose et qui m'intéressent. Moi, je suis... voilà, je reste dans une approche journalistique. J'essaie de mettre en évidence et de montrer, de partager tous ces éléments scientifiques, toutes ces études, toutes ces recherches qui ont été faites par des équipes à travers le monde entier sur ces questions pour dire, ben voilà, non seulement il ne s'agit pas de sujets surnaturels ou farfelus, mais il y a de la science dessus, il y a des éléments probants, il y a des évidences aujourd'hui qui convainquent un certain nombre de scientifiques que la conscience ne se limite pas à notre activité cérébrale, que quand notre cerveau meurt et quand on meurt, nous, il y a quelque chose de nous qui continue à vivre. Ça, aujourd'hui, c'est une... Ça a été prouvé scientifiquement. Ça a été prouvé. Enfin, c'est, Oui. dans le domaine de la science, on n'est pas dans la preuve mathématique. On est dans le renforcement ou la déconstruction d'une hypothèse. Donc, l'hypothèse que la vie après la mort est une réalité est aujourd'hui extrêmement étayée, extrêmement argumentée et statistiquement d'une très très grande importance et d'une réalité. Donc on est toujours dans l'hypothèse. Il y a des scientifiques qui vont émettre d'autres hypothèses par rapport aux faits qui sont observés. Mais disons qu'aujourd'hui, l'hypothèse d'une vie après la mort est sortie d'un petit microcosme de scientifiques bizarres qui n'avaient pas beaucoup d'éléments pour entrer de plein pied dans le champ de la science la plus large et à travers différentes approches qui touchent aux neurosciences, qui touchent au chamanisme, qui touchent à l'étude des expériences de mort imminente, qui touchent à la psychiatrie, etc. On arrive aujourd'hui à étayer cette hypothèse de façon très, très solide. Alors, le pionnier de tout ça, moi j'avais lu, j'étais adolescente à l'époque, c'était Dr Moody. C'était La vie après la vie, hein, je crois, hein, c'est ça, hein, La vie après la vie, qui lui était le précurseur finalement, vient ouvrir une porte. Et c'est un des premiers, c'est même le premier bouquin sur les expériences de mort imminente. Donc, il ouvre le champ de toutes ces recherches. Il y a Christophe Fauré qui, lui, il parle de toi dans son bouquin, où il va vraiment collecter toutes les informations sur les expériences de mort imminente, etc. Et il y a aussi tes recherches à toi qui sont dans son bouquin. Donc, et c'est ça que je dis, on en parle de plus en plus. Et aujourd'hui, on ne peut plus dire, entre guillemets, on ne peut plus dire, bon, ben voilà, quand on meurt, c'est fini.
Il y a plus rien. Non, ça devient irrationnel au regard des éléments de preuve que l'on a. Oui. L'étude de, enfin, c'était pas vraiment une étude, mais le travail de Raymond Moody a été publié en 1975. Mmh. Il a donné lieu à des études scientifiques parce que il était à l'époque à l'hôpital de Charlottesville en Virginie et le directeur du service de psychiatrie qui s'appelait Bruce Grayson, oui, était lui aussi extrêmement intrigué par les témoignages qui sont parvenus à Raymond Moody. Et donc, Raymond Moody, après la publication de ce livre, a été submergé de courriers et de lettres de personnes disant avoir vécu ce type d'expérience. Et ça a incité Bruce Grayson à lancer un programme d'études autour de ces expériences-là. Donc, ça fait aujourd'hui plus de 50 ans que ces phénomènes sont étudiés. On en a une quantité astronomique parce qu'on a développé aussi des techniques de réanimation qui permettent de ramener énormément de gens d'un arrêt cardiaque pendant lequel ils ont vécu ce type d'expérience, alors qu'auparavant, on ne pouvait pas les ramener et un arrêt cardiaque était synonyme de mort assez rapide. Et donc, on a aujourd'hui des centaines de milliers de cas documentés qui peuvent être étudiés, qui peuvent faire l'objet Plein de de témoignages. recherches. Ouais, tout à fait. Mais surtout, ces témoignages-là, ils peuvent être... on ne peut pas reproduire. Tu sais, la science a ce sacro-saint principe de réplicabilité. Est-ce qu'on peut repliquer une expérience pour l'étudier? Une expérience de mort imminente, on ne peut pas. On ne On sait ne peut pas. pas Non, induire, non. éthiquement parlant, ça ne se ferait pas. On ne peut pas induire. Mais par contre, on peut induire des expériences similaires à l'expérience de mort imminente, comme ce que j'ai fait et que je raconte dans La mort n'existe pas, avec notamment l'utilisation de certains psychédéliques qui sont étudiés aujourd'hui par des centres de recherche. On peut induire des expériences similaires à l'expérience de mort imminente, et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai vécu moi-même plusieurs fois ce type d'expérience. Mais voilà, c'est un des volets parmi plein d'autres volets qui peuvent être étudiés autour de ce sujet-là. On va faire une petite aparté, ok. Juste avant de reparler de la preuve de ton livre, hein, la preuve des éditions HarperCollins, on va reparler du test sorti il y a plus de 10 ans. Hein, et c'est là qu'on se dit le temps passe très très vite. Ce livre, c'est ton histoire, c'est ta quête à toi. Tu mets vraiment, on va dire, ton âme mise à nu, puisque tu es vraiment... c'est un fils qui parle qui a perdu son papa et qui, dans un geste aussi discret et secret, glisse quelques objets avant que le cercueil ne se referme. Et puis là, tu vas partir à l'aventure et tu vas te dire, OK, là maintenant, on va voir si vraiment il y a quelque chose après la mort. Et tu fais appel à des médiums. Moi, j'étais dans le sud de la France. C'est ma maman, voilà, petit coucou à ma maman, qui m'avait dit, ah ma chérie, j'ai trouvé un chouette livre, il faut que tu le lises, etc. J'étais à Aix-en-Provence. Je l'ai lu, je pense, en 4 jours, même pas. Et je me suis dit, waouh! Pourtant, j'avais déjà cette ouverture spirituelle, si je peux dire ça ainsi. Et je me dis, waouh, tout le monde devrait l'avoir, ce livre. C'est un peu comme une Bible. Parce que pour moi, c'est la base. Enfin, c'est le commencement. Tu vois, c'est marrant parce qu'on parle de mort, mais c'est le commencement. Il y a quelque chose. Et je voulais voir avec toi aujourd'hui, depuis tout ce chemin, depuis toutes tes expériences de vie, quel est l'homme que tu es aujourd'hui quand tu repenses à ce que tu as écrit, le test? Disons que pendant toutes ces années, après la mort de mon frère, ce qui m'a incité à travailler sur la question de la conscience, et puis ensuite après la mort de mon père et ce test que j'ai fait en cachant des objets dans son cercueil, j'étais dans une volonté d'avoir la preuve. C'est-à-dire que je suis quelqu'un, depuis la petite enfance, qui n'écoute pas ses émotions, qui n'écoute pas son intuition. Je suis coupé de tout ce champ subtil, donc je ne crois que ce que je vois, que ce que je vérifie. Ça m'a rendu humainement fragile, mais journalistiquement solide, très solide. Parce que voilà, je crois en rien, je crois en rien de ce que je ressens. J'ai besoin qu'on me convainque de façon Ça a changé méthodique. depuis ou tu parles d'avant? Ça, c'est avant. C'est avant. Ah. Et c'est vrai que toute cette démarche que j'ai faite à travers tous mes livres, à travers le test notamment, c'était celle d'un journaliste insatiable, impossible à convaincre, à moins d'arriver à un niveau de démonstration absolument imparable, ce que j'ai voulu faire à travers le test. Mais en parallèle de ce chemin, j'ai aussi découvert le chamanisme en 2006. Et je suis parti à de nombreuses reprises en Amazonie pour participer à des cérémonies, pour suivre une forme d'initiation.
J'ai aussi travaillé beaucoup en état modifié de conscience avec des équipes pour faire moi-même l'expérience de ces dimensions invisibles de la conscience. Et aujourd'hui, j'arrive à 57 ans à avoir le sentiment d'être parvenu à une forme d'équilibre entre la part rationnelle, la part journalistique de moi et la part sensible que j'ai redécouvert vraiment sur le tard, qui me permet aujourd'hui de euh, d'accepter, je dirais, ces dimensions invisibles qui font partie de notre réalité et d'être peut-être moins exigeant en termes de preuves pour croire ou accepter la réalité d'un certain nombre de phénomènes. Donc je vais peut-être devenir moins bon journaliste, peut-être plus... Mon écriture va changer, elle évolue. Le journaliste qui est en toi va justement évoluer dans son écriture, dans son, tu vois, dans sa façon de voir les choses. C'est ça. Parce que Mais à travers mes 2 derniers livres, La mort n'existe pas et puis La preuve, j'ai l'impression d'arriver à une forme de boucle qui se termine. C'est-à-dire que ce travail journalistique, il est, voilà, je ne vais pas continuer à, à- à faire le même type d'ouvrage à l'avenir. Je vais rentrer dans un autre type d'ouvrage qui va plus avoir justement vocation à plonger dans le monde intérieur qui nous constitue. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, la dimension spirituelle de la réalité, comme étant le socle fondamental de notre réalité, est une évidence. C'est une évidence. Nous avons une âme, nous sommes une âme. Notre corps, les 2 individus qui sont en train de discuter, là, sont un champ extrêmement réduit de ce réel. Je ne suis pas Stéphane, tu n'es pas Peggy. Tu es Peggy et je suis Stéphane dans cette incarnation, dans cette vie, dans l'interaction qui nous permet de discuter aujourd'hui, mais nous sommes beaucoup plus que ça. Et j'ai aujourd'hui envie d'explorer ce beaucoup plus que ça. Je l'ai déjà touché à travers des expériences chamaniques, je le touche à certains moments quand je médite. Voilà, ça arrive pas tous les jours, mais je médite tous les jours, mais je n'ai pas forcément d'expérience, grande transcendance tous les jours, mais ça arrive à certains moments. Et pour moi, ce qui est important aujourd'hui, c'est de parvenir à faire l'expérience de notre âme, de notre vivant. De ne pas attendre la mort pour tout d'un coup réaliser que nous sommes beaucoup plus que ça et réaliser que nous aurions pu peut-être avoir une vie différente, avec une autre éthique, avec une autre clarté. Tu sais, toutes les traditions spirituelles et notamment l'hindouisme ou le bouddhisme, parlent de la nature confuse de l'incarnation humaine. Ils caractérisent la vie que nous avons aujourd'hui comme une vie d'aveuglement, de confusion. Et le but du chemin spirituel est de gagner en clarté pour parvenir au moment de la mort ou parvenir à l'éveil avant de mourir. Se libérer de la confusion. poids quelque part. Pas seulement du poids, c'est le libérer de la confusion dans laquelle nous sommes. L'incarnation et la vie humaine se caractérisent par sa confusion et son aveuglement. Donc voilà, moi j'ai aujourd'hui pas envie d'attendre ma mort pour comprendre ça et l'expérimenter. J'ai envie de l'expérimenter au quotidien parce que vivre avec son âme, c'est être plus clair, être guéri, être plus En empathie, en cohérence à avec l'écoute. comment dirais-je, l'harmonie fondamentale qui préside à la vie qu'il y a sur cette planète. Mais on est d'accord, pour en arriver là, c'est vraiment un travail d'introspection. Toutes les personnes que je rencontre également, ou des médiums récemment me le disent. Les expériences de vie, et puis on le voit, nous font grandir, nous font évoluer. Mais ce que je trouve, ce qui est important, c'est vraiment d'être à l'écoute de soi. Tu sais, quand on a une intuition, parfois on se dit, ouais, ou c'est le fruit du hasard, bon, c'est arrivé, super, j'ai eu de la chance. Mais en fait, quand on regarde, tu vois, les synchronicités, les signes, on n'est pas, enfin, je vais pas non plus, j'ai pas envie de convaincre, mais on n'est pas seul, en fait. On est entouré On n'est pas de seul. toute cette team céleste, hein, également, hein, Mais team terrestre aussi, parce que pour moi, ce qui est important, c'est pour prendre conscience du fait qu'on soit entouré, il faut prendre conscience aussi de nos fantasmes et de notre imaginaire, pour parvenir à discerner ce qui va être dans ce qu'on va appeler une coïncidence ou une synchronicité, pour discerner ce qui peut être le fruit de notre production intérieure, de notre imaginaire, de quelque chose d'extérieur. Et souvent, dès lors qu'on s'intéresse à la question spirituelle, notamment en Occident, où on est coupé de racines et on est coupé de traditions millénaires, on a tendance à tout mélanger, en fait. On mélange notre intuition avec nos fantasmes, avec nos désirs, avec notre bonheur, etc. On est incapable
d'avoir vraiment un discernement objectif entre ce qui va être du registre d'une vraie intuition, c'est-à-dire d'une perception qui vient de l'extérieur, avec nos attentes intérieures inconscientes. Ouais. Et je pense que ce travail et ce cheminement sur un chemin spirituel passe par la psychothérapie, l'introspection, qui permettent de mieux se connaître pour moins être l'esclave de ces fantômes intérieurs. Et de ces démons, quoi, de ces blessures Voilà. qui ne nous appartiennent pas forcément, qui nous appartiennent Qui nous ont construits. ou qui nous ont construits, mais voilà, dont on doit se délester au fur et à mesure Si on veut y voir clair. si on veut, voilà, à condition de le vouloir. Alors, on a parlé du test, on va parler de la preuve aujourd'hui. Voilà, des éditions HarperCollins. J'avais pris toutes mes notes à l'intérieur du livre. Et là, je me suis dit, oh, ça y est, c'est un peu le même principe que le test, quelque part. Sauf qu'ici, il ne s'agit pas d'une histoire personnelle. Il s'agit de l'histoire bouleversante d'Aurélie, une jeune femme victime d'un féminicide dont tu as soumis simplement une photo à différents médiums pour comprendre ce qui pouvait encore être perçu d'elle après la mort. Avec cette nouvelle enquête, est-ce que tu as l'impression, on parlait de boucle qui était fermée, est-ce que tu as le sentiment que la boucle est fermée, se ferme, ou au contraire, qu'elle s'ouvre encore davantage? C'est un peu les deux, c'est-à-dire que cette approche journalistique qui est la mienne de tester des médiums dans des circonstances vraiment rigoureuses, etc., ça a été assez bouleversant dans cette expérience avec Aurélie, mais c'est vrai que c'est une partie du travail que je vais aujourd'hui laisser. Voilà, c'est le deuxième livre après le test sur la question de la médiumnité. On pourrait continuer à dire des choses passionnantes et à discuter avec les médiums pour explorer encore plus le sujet de la médiumnité, mais voilà, je vais laisser ça à d'autres aujourd'hui. Moi, j'ai le sentiment d'avoir bouclé quelque chose avec ce livre. Ce livre, la preuve, c'était à la fois pour démontrer très clairement que des médiums sont capables de communiquer avec des personnes défuntes. Voilà, je ne connaissais pas Aurélie, je ne l'ai jamais rencontrée, elle est décédée en 2010. J'ai discuté 1 heure avec son papa il y a 6 ans de ça, sans qu'il me donne de détails sur sa fille, c'était juste par rapport à son deuil à lui. Et donc, quand je fais le test avec les médiums et que je montre une photo d'Aurélie au médium, en leur disant cette personne est décédée, je vous dirai rien d'autre. Moi, je ne sais rien d'autre. Je sais qu'elle est morte de façon violente, tuée par son mari, mais c'est tout. Je ne sais pas les circonstances précises, je ne sais pas pourquoi c'est arrivé, je sais rien de sa vie, et donc je ne saurai tout ça qu'une fois que j'aurai fini les tests et que j'irai les soumettre au papa d'Aurélie pour qu'on les examine ensemble. Et ce qui est incroyable, c'est qu'à travers cette enquête, parce que ce qui est bien, c'est que encore une fois, tu restes journaliste dans ce livre où on voit vraiment totalement. Tu laisses tel quel les échanges entre les médiums, hein, comme tu l'as fait d'ailleurs pour le test. Et en fait, on découvre, il y a des informations que le papa ne savait pas, que la famille d'Aurélie ne savait pas. Faut pas tout spoiler. Hein. Et non, on peut pas tout spoiler. Mais oui, on peut lire, effectivement. Mais c'est ça qui est incroyable. Ce qui est déjà incroyable, c'est que tous les médiums ont décrit certains de façon très précise les circonstances du décès, et ce qui est arrivé, jusqu'à l'arme du crime, etc. Donc ça, c'est assez troublant. Ils ont décrit plein d'éléments probants sur la vie d'Aurélie, sur ses passions, sur ses projets, etc. Donc tout ça, c'est déjà extrêmement troublant que ça converge d'un médium après l'autre. Mais une des choses les plus troublantes et qui, moi, m'a vraiment bouleversé pendant cette enquête, c'est que 4 médiums ont parlé de quelque chose très précisément, en donnant des détails, en expliquant. C'est quelque chose qui se serait produit autour du décès. Moi qui me disais rien et qui même parfois m'a un peu embrouillé parce que je me dis, mais c'est pas ce que le papa m'a suggéré. Et puis quand j'en ai parlé avec le père, c'est devenu encore plus troublant parce que ce que disaient les médiums était à l'inverse de ce qui était écrit dans le rapport de police, à l'inverse de ce qui était dans le rapport d'autopsie. Donc je me dis, mais pourquoi est-ce qu'ils ont tous parlé de ça? Jusqu'à ce que je rencontre la meilleure amie d'Aurélie, grâce à laquelle tout ça a été éclairé. Et en fait, ce que m'avaient dit les médiums, c'était non seulement pas faux du tout, mais c'était au contraire même précisément le pourquoi ce drame était arrivé. Et ça m'a vraiment troublé parce que le papa d'Aurélie ne le savait pas. Les parents d'Aurélie ne le savaient pas. Donc là, grâce aux médiums et grâce à Aurélie qui a partagé cette information-là, on a compris ce qui s'est passé vraiment et ce qui a conduit à sa mort. Sa mort n'était pas mystérieuse. Hein. Le rapport de police a été globalement assez explicatif sur ce qui s'est passé. Mais
les détails de pourquoi tout ça a commencé sont venus à travers les médiums et à travers ce qu'Aurélie leur a donné. Et ça m'a vraiment bouleversé. Je voulais te demander, comment ça s'est passé? Est-ce que c'est toi qui as trouvé l'histoire d'Aurélie ou est-ce finalement Aurélie qui est venue à toi? Bah la question se pose, effectivement, c'est mystérieux. Qu'est-ce qui préside à nos choix? Voilà, qu'est-ce qui préside à ce choix? Quand j'ai eu l'idée de vouloir refaire une sorte de nouveau test, mais en partant d'une affaire criminelle, j'ai fouillé un peu dans mes dossiers et j'ai retrouvé le- l'échange que j'avais eu avec Pierre, le papa d'Aurélie, il y a 6 ans de ça. Et parmi d'autres, il y avait d'autres personnes auxquelles je pensais. Et donc, j'ai contacté son papa, je lui ai expliqué ce que je voulais faire et il m'a dit oui tout de suite. Donc, les premiers tests que j'ai faits, je les fait avec notamment la photo d'Aurélie. Et tout de suite, les résultats ont été assez impressionnants, ce qui m'a incité à poursuivre. Et Surtout que l'histoire n'était pas médiatisée à non, l'époque, l'histoire très est... très peu médiatisée. Non, non, même pas. Il y a eu un article dans la presse régionale de Ah l'endroit, oui. mais c'est tout. Et Mm. il n'y avait pas de photos. Et voilà, c'est un féminicide parmi les 157 qui ont eu lieu en France en 2010. Et, euh, et, et voilà, et il n'y avait aucune information qui était disponible sur ce qui était arrivé à Aurélie. Ce qui est touchant en tant que lecteur, bon, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai ressenti, c'est que Aurélie, on s'y attache. Mm. On s'y attache vraiment. Ça a l'air d'être la personne, on se dit waouh, j'aurais bien aimé rencontrer une personne comme elle. Et voilà, il y a plein d'émotions qui ressortent. Elle est là, on la sent présente en fait dans le livre. C'est ça qui est incroyable. Et je me dis aujourd'hui, quelque part, avec ce drame, on est d'accord, elle a réussi quelque part son projet parce qu'à la base, on va pas spoiler le livre, mais c'est quelqu'un qui aime aider les autres. Mm. OK? C'est vraiment ça. Et quand j'ai terminé le livre, je me suis dit: «Ah ben, elle est en train de le faire à travers son histoire». Tu vois? Parce qu'elle raconte son histoire. Il y a sa meilleure amie, les proches aidants qui sont là, qui sont impuissants, qui ne savent pas comment réagir, comment agir, que dire. Hem et je me dis: «Waouh, elle est en train de mettre de la lumière sur son histoire, sur la violence, sur, ce que voilà, la réalité des choses, sur les proches aidants qui se sentent impuissants et toi, quelque part, tu es la clé. Tu lui as donné la clé et elle a ouvert les portes. Bon, c'est comme ça que je le vois, mais tu vois, je me dis donc toi, tu l'as aidée quelque part, tu l'aides à travers ton livre à ce qu'elle réalise ce projet. D'aider les gens à travers, malheureusement, on est d'accord, ce drame. Mhm. Mais c'est juste, c'est vrai que c'est assez parlant. Moi, je me suis posé la question de pourquoi est-ce qu'elle avait participé à cette expérience, parce qu'on ne se connaît pas, on ne s'est jamais rencontrés. Et on n'a aucun lien particulier. Donc, pourquoi est-ce qu'elle 15 ans après sa mort, elle se mobiliserait pendant cette expérience pour répondre aux médiums, etc. Et il n'y a pas de mystère à lever, de mystère fondamental. Il y a des explications à donner, il y a des détails inconnus qui peuvent être révélés, ça a été le cas. Mais il n'y a pas une énigme à lever, comme par exemple pour d'autres affaires criminelles où on ne sait pas où est le corps, on ne sait pas ce qui est arrivé à la personne. Je pense à Delphine Jubilard, qui est sans doute un cas un peu similaire à ce qui est arrivé à Aurélie, quoi, une victime d'un homme qui abuse voilà, par lâcheté de sa condition. Euh, donc pourquoi est-ce qu'elle s'est manifestée et parce que dans une séance de médiumnité, on ne peut pas forcer le défunt à parler. Le médium ne peut pas de lui-même forcer les portes et obtenir de l'information sans que le défunt le veuille. Dans une séance de médiumnité, on est trois. Il y a le défunt, enfin le désincarné, je préfère, le médium et puis la personne qui consulte, moi en l'occurrence. Donc c'est ce trio qui participe ou qui fait qu'une expérience va être probante ou pas. Donc quand j'ai fait le test avec mon frère ou mon père, bon, j'imaginais qu'il y avait des raisons évidentes pour eux de participer à mes expériences. Mais Aurélie, pourquoi? Et il y a peut-être quelque chose qui est arrivé, qui m'a beaucoup touché, moi, qui est arrivé il y a quelques semaines. Euh, le- Pierre, on est en contact régulier, il y a une vraie amitié qui s'est liée entre les parents d'Aurélie et moi. Et Pierre m'a appelé il y a 3-4 semaines en me disant je voulais te partager une nouvelle importante, c'est que mes deux fils, les frères des deux frères d'Aurélie, ont lu le livre
et ont changé un peu d'avis sur ce ce qu'ils voyaient avec assez d'inquiétude dans l'évolution des parents. Parce que suite à la mort d'Aurélie, le papa a mené l'enquête pour essayer de comprendre ce qui s'était passé. Il a eu des éléments. Mais à côté de ça, il a voulu aussi remplir le vide et, et- et mettre un peu, essayer de trouver du sens à ce qui s'était Ça- passé. Ah oui, Et ok, à l'histoire d'Aurélie, à oui. l'histoire Mm. d'Aurélie. Et son épouse a émis le souhait d'aller voir des médiums et d'aller voir notamment un médium dans une séance de médiumnité publique. Pierre était très réticent à ça. Il dit les médiums, c'est des charlatans, c'est des trucs qu'on voit à la télé, j'y crois pas, etc. Mais par amour, il a quand même accompagné son épouse. Et pendant cette séance que je raconte dans le livre, c'était avec Henri Vigneault, ça s'est passé un peu plus d'un an après la mort d'Aurélie, ils ont été complètement scotchés parce que dans cette séance de médiumnité publique, où il y avait presque 400 personnes qui assistaient, sans qu'il y ait rien du tout, sans qu'il y ait de photos qui soient posées sur la table du médium, le médium dans le noir a commencé à voir Aurélie et à la décrire à ses parents, à décrire le meurtre, à décrire l'arme du crime, etc. Et ça correspondait évidemment à Aurélie, enfin tous les détails qui ont été donnés. Et Pierre, le père, est sorti de cette expérience vraiment bouleversé. Ça a été pour lui un coup de tonnerre. Tu sais, comme quand on passe sa vie à se dire je n'y crois pas, tout ça c'est des bêtises, et on est confronté à une expérience qui est tellement réelle, tellement intense que on peut plus nier qu'il soit passé quelque chose. Donc euh, Surtout quand tu as des détails voilà, des détails. physiques ou que tu décris vraiment la personne ou le comportement, l'attitude. C'est ça. C'est... Et donc, ça les a incités à prendre rendez-vous pour une séance privée avec Henri Vigneault, et puis ça les a incités à aller voir aussi quelques autres médiums. Donc, pendant l'année qui ont suivi, Pierre et son épouse sont allés voir plusieurs médiums de façon privée, et Pierre a vraiment procédé comme je procéderais, c'est-à-dire comme un journaliste, presque de façon très, très structurée. Il a fait un grand tableau avec le nom des médiums, les informations données, pour objectiver de la réalité de ce qu'il était en train de vivre. Et pendant ce processus où les parents d'Aurélie se sont d'une certaine manière ouverts à ces phénomènes et ont eu une écoute plus attentive à ce qu'on va appeler ce champ du spirituel, les deux frères d'Aurélie, eux, ont été inquiets. Et tu sais, on observe souvent ça dans une famille, après un deuil, quand l'une des personnes de la famille, ou par exemple une personne qui a vécu une expérience de mort imminente aussi, dès lors que quelqu'un dans la famille vit ce type d'expérience, ça peut avoir tendance à inquiéter les autres. Ils disent, oh là là, mais il se met à croire à n'importe quoi, ça lui fait du bien, il se raccroche à ça, mais est-ce qu'il n'est pas en train de perdre pied, etc. Donc les deux frères d'Aurélie ont été assez inquiets et ça a créé un climat qui, 10 ans après, était parfois un petit peu difficile entre des parents qui s'ouvrent à cette dimension spirituelle et deux frères qui ne le sont pas et qui, eux, vivent leur deuil différemment et sont inquiets pour leurs parents. Et Pierre m'a partagé qu'après avoir lu le livre, ses deux fils l'ont appelé en témoignant qu'ils avaient changé d'avis en fait sur le sujet et qui se disaient que peut-être qu'Aurélie et leur sœur étaient encore vivantes et que la démarche des parents n'était pas complètement absurde. Et voilà, donc je me suis dit, ce jour-là, j'étais très très ému quand Pierre m'a annoncé ça au téléphone. Ça m'a vraiment beaucoup bouleversé. Et je me dis, bah voilà peut-être la raison ultime pour laquelle Aurélie s'est manifestée en fait pendant ces expériences. C'est au-delà de faire du bien et d'apporter un élément d'optimisme énorme au lecteur à travers le livre. Elle a déjà travaillé au sein de sa famille à apporter de la paix. J'ai des frissons. Elle vient bousculer, en fait. À travers ce drame, elle bouscule les choses et elle fait en sorte que la famille évolue à travers cette situation, en fait. Oui, déjà retrouve un peu de paix, un peu plus de paix. Est-ce que Aurélie a essayé d'entrer en contact avec toi ou est-ce qu'elle avait un message vraiment qui t'était dédié à travers un médium? J'ai pas le sentiment, non, je crois pas. Je Dans cette expérience, je me suis vraiment attaché à à identifier les informations qui étaient précises, et qui étaient vérifiables. Donc et c'est vraiment l'espèce de deal que j'avais, exprimé auprès d'Aurélie en m'adressant à elle avant chaque séance avec les médiums. Je m'adressais à elle en lui disant: «Voilà, si tu peux te manifester, donne des éléments probants, précis sur ce qui t'est arrivé, qui puissent être validés ensuite». Parce que justement une séance de médiumnité, pour moi, elle se juge d'abord sur les informations vérifiables. Quand un médium, dit, «Ouais, je vois votre défunt, il vous aime, il dit qu'il va bien», c'est peut-être réel, c'est peut-être vrai, il est peut-être en communication avec le défunt, mais il y a rien qui permet de le prouver parce que C'est ça. voilà. En revanche, quand un défunt dit,
j'ai été tué avec une arme et j'ai pris un coup de couteau à la gorge, ou alors j'ai eu un choc à la tête, etc., comme c'est arrivé pour mon frère. Bon, bah là, si c'est la première chose que dit le médium, sans tourner autour du pot, sans dire plein de choses différentes, là, ça devient intriguant et on peut se dire, bon, comment est-ce qu'il a obtenu ces informations-là, qui est si précise, si spécifique à ce défunt-là? Et là, on a une assurance. Donc, une fois qu'Aurélie a fait ça avec tous les médiums, elle a donné d'autres éléments plus sur sa vie et qui, je pense, étaient tous destinés en fait à, à objectiver que c'était vraiment elle qui parlait. Je pense que son message, Aurélie, c'est: je suis encore vivante et je vais vous donner toutes les preuves pour l'attester. Est-ce que tu penses qu'elle est à la lumière aujourd'hui? Bien évidemment, oui, bien évidemment. Mais tu sais, tu me poses cette question comme si tu opposais le fait d'être dans la lumière et le fait d'être dans l'ombre ou dans les ténèbres ou dans je ne sais quel espace d'errance. Ben, on dit souvent, de ce que j'entends, de ce que j'ai lu, de ce que je comprends aussi, c'est qu'une fois qu'on meurt, bah, notre objectif, c'est d'aller vers cette fameuse lumière, Mais tu pour vois? moi, tu sais, c'est exactement comme une fois qu'on vit. Là, qu'est-ce qu'on vit? Quel est notre objectif Ah là, oui, ouais, au vivant? ouais. Tu vas sortir dans la rue, imagine-toi que le monde des morts est exactement une transposition de notre monde dans lequel nous vivons là. Tu vas avoir des gens qui ont un objectif, mais qui 2 heures après ont changé d'objectif. Tu vas avoir des gens qui ont un état d'esprit le matin qui va être complètement différent de l'état d'esprit du soir. Tu vas avoir des gens qui sont très méchants et qui vont devenir très gentils. Tu vas avoir des gens qui sont très méchants qui restent très méchants. Tu vas avoir, t'as toute une variété d'états d'esprit et d'évolution d'état d'esprit. Les choses ne sont pas figées. Et de l'autre côté, c'est la même chose. Rien n'est figé. Tu peux être, On évolue encore là-haut on aussi, quoi. évolue, tu peux être Ouais. très confus à un moment et puis très clair à un autre moment. Il y a un très beau film d'ailleurs de Peter Jackson, le réalisateur du Hobbit et du Seigneur des Anneaux, qui s'appelle The Lovely Bones, qui est un petit film presque un confidentiel qu'il a fait entre le Seigneur des Anneaux et The Hobbit, qui est adapté d'un roman dont je n'ai plus le nom de l'auteur en tête, The Lovely Bones. Ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui est assassinée et qui découvre le monde de l'au-delà. Et je trouve que ce film, pardon, enfin le livre aussi, montre très très bien les différents états d'esprit qui peuvent être les nôtres une fois qu'on est de l'autre côté. On peut à un moment être très clair, voir nos défunts, voir nos proches, pardon, voir son papa, et là à un moment la petite fille, elle essaie de communiquer avec son papa, et il y a une scène qui est magnifique. Et puis à d'autres moments, on peut être plus dans une autre distraction, on peut être plus perdu. Il y a cette idée d'être dans la lumière ou d'être dans les ténèbres, c'est quelque chose de très judéo-chrétien qui, à mon avis, est plus lié à notre façon d'interpréter à Oui. partir des dogmes chrétiens ou d'autres religions, quelque chose qui est beaucoup plus subtil et beaucoup moins figé et condamné. Tu sais, je pense on peut mourir dans des circonstances très violentes et très inattendues, un attentat ou comme Aurélie est morte, et puis avoir derrière un chemin très clair et très net de l'autre côté et ne pas du tout être confus ou ne pas du tout être perdu en fait à cause des circonstances de notre décès. Et c'est ce qu'Aurélie démontre, je trouve. Mais parfois, on peut être là-haut, même là-haut, on peut être bloqué aussi. Et Tu comme vois, on comme l'est dans par la vie. exemple, oui, comme on est dans la vie. Et là, cet acte, le fait d'avoir mis en lumière cette histoire, je suis persuadée que voilà, ça a permis de débloquer aussi son évolution. Oh, je pense pas qu'elle l'était bloquée, hein. Je pense pas. Je pense pas que cette expérience ait eu un impact déterminant sur son parcours. Je pense D'accord. qu'Aurélie, elle est bien. Elle s'est manifestée auprès des médiums tout de suite de façon très apaisée, très lumineuse, très pleine Avec d'énergie, beaucoup d'humour avec aussi. beaucoup Ça, d'humour, oui. plus Oui, du oui, tout, oui. du tout, du Oui. tout empêtrée dans la violence et la douleur qui a été celle de son départ. Elle est libre. Elle était déjà libre quand on l'a rencontrée avec les médiums. Je voulais te poser une question parce que toi, tu es papa. On a un point commun d'ailleurs parce que ta fille s'appelle Luna, comme la mienne. Enfin, j'en ai deux. Oui, j'ai Luna et Sienna. Ouais, Luna. Et toi, comment tu l'as vécu émotionnellement au fur et à mesure de l'enquête? Parce que là, tu parles d'Aurélie. Étant papa, est-ce que tu t'es pas dit, tiens, si c'était arrivé à ma fille ou... Ah bah évidemment, bien sûr, quand on est parent, on devient extrêmement vulnérable. Tu le sais aussi. Oui. Ouais. C'est pour ça que mon précédent livre, L'amour n'existe pas, je l'adresse à Luna parce que tout ce que j'ai découvert, ce sur quoi j'ai enquêté, je l'ai aussi partagé avec ma fille au fur et à mesure des années. Quand mon frère est mort, Luna avait 3 ans.
Elle en a 27 aujourd'hui. Ah, 27 ans! Oui, Oh oui, elle est grande. elle est Oh, grande. Donc j'ai partagé tout au long de son enfance et de son adolescence le fruit de mes découvertes. Elle m'a accompagné dans certains voyages, elle m'a accompagné par l'esprit dans certains autres voyages. Et donc, heu, bien évidemment, la question de la mort, qui s'est présentée avec le départ de son oncle, mon frère, en 2001, a été présente tout au long de sa vie. Et la question de ma mort à moi est aussi quelque chose qui va arriver dans sa vie et qu'elle ne fuit pas, qu'elle ne qu'elle ne qui l'intéresse. Je vois aujourd'hui, quand elle est confrontée à cette question de la mort dans son entourage avec des amis, je la trouve beaucoup plus mature et beaucoup plus, en capacité de ne pas être submergée par l'émotion et de pouvoir en parler, avec ses proches. Heu, ben, la mort n'existe pas, je le vois comme un héritage, en fait, que tu c'est ça, transmets, c'est ça, à ta fille. et et c'est vrai que, voilà, ma fille a 27 ans, Aurélie est morte à 27 ans. Heu, il est évident que, mais c'est aussi peut-être, heu, quelque chose qui touche à cette sensibilité. On parle aujourd'hui de plus en plus du comportement inacceptable de certains hommes envers les femmes, qu'il s'agit d'agressions sexuelles ou de féminicide ou autre. La parole se libère. Alors on est très, très loin encore d'arriver à un point d'équilibre, mais je dirais que cette lâcheté de l'être humain, qui se manifeste, par, les actes de certains hommes, moi, elle m'a touché. J'ai été victime dans l'enfance d'abus de la part d'un homme de la famille, donc je suis aussi, réceptacle de cette lâcheté. Et ça me enfin, je sais pas pourquoi on parle là-dessus, mais Parce que cette histoire a certainement résonné. C'était une de mes questions en oui, plus aussi. Si ce livre, si les blessures d'Aurélie avaient quelque part résonné certaines blessures que toi tu as vécues, en fait. oui, oui, parce que Mmh. cette violence qu'elle a subie, j'en ai subi une autre, mais de la part de quoi? D'un homme plus fort, un homme physiquement plus fort, qui est capable d'imposer, sa non-maîtrise de ses émotions, sa non-maîtrise de ses blessures. Et c'est de la lâcheté, c'est de la lâcheté. Et j'ai aucune tolérance pour cette lâcheté. Mais plus que ça, et ça m'est insupportable. Et Tu arrives aujourd'hui à vivre avec? Avec ce qui s'est passé? Est-ce que ça, enfin, comment tu te sens aujourd'hui? Parce qu'on parle du pardon aussi, ce fameux pardon. ouais, Hem, tu sais, on est des êtres multiples. On est des êtres multiples, et je pense qu'il y a aussi une autre expression que je déteste, c'est faire son deuil. Sous-entendu, tu fais un processus et puis au bout des processus, c'est fini, tu as plus mal. Non, quand on a perdu quelqu'un, on sera en deuil toute notre vie. Mais on va réussir, Dieu merci, à retrouver un état d'équilibre, de paix, plus ou moins en pérenne. ouais. Mais le deuil, il sera toujours là. Moi, mon frère est mort il y a 24 ans. Heu, Donc on rappelle, il est mort en Afghanistan. Tu étais reporter, de guerre oui, et il est mort dans un accident. dans un accident de voiture, Ouais, j'étais avec ouais. lui à ce moment-là. Et voilà, il y a eu tout un processus d'évolution. Sa mort m'a propulsé dans ces enquêtes et dans ces sujets-là. Donc je le considère aujourd'hui comme un partenaire, moi de ce côté-là, lui de l'autre côté, dans l'aventure qui est la nôtre autour de ces sujets-là. Mais voilà, il y a des moments où je me dis: «Tiens, c'est bête, j'aimerais bien le voir aujourd'hui, j'aimerais bien le prendre dans mes bras, j'aimerais bien, voir quelle aurait été l'évolution de notre relation». Mon père, pareil, j'avais des échanges, formidable avec mon père, qui était un homme d'une grande curiosité, d'une grande modestie, d'une culture phénoménale. Il est mort il y a 14 ans. J'aimerais pouvoir de temps en temps échanger avec lui comme on le faisait auparavant. Donc bien sûr, il continue à me manquer. Et, on parlait de ces blessures que j'ai subies dans l'enfance. Elles m'habitent aujourd'hui. Je suis un homme blessé, mais on est tous des gens blessés. On a tous des blessures plus ou moins importantes. Et la vie, c'est réussir à vivre avec ces blessures sans qu'elles deviennent des fantômes qui commandent notre existence. Parce que les blessures peuvent conduire à la colère, le deuil peut conduire à la tristesse, à l'isolement, et toutes ces choses-là peuvent nous enfermer dans une espèce de prison intérieure qui va, nous emmener à de plus en plus de souffrance et de plus en plus de solitude. Donc j'essaye de faire en sorte pour moi que ces deuils et ces blessures d'enfance ne deviennent pas les patronnes de ma vie, mais que je m'en libère, mais je continue à être habité par ça. C'est-à-dire que la personne qui m'a agressé, je me suis trouvé un jour face à elle.
je n'avais plus aucune haine parce que j'ai vu qu'elle était elle-même prisonnière de ce qu'elle avait pu subir dans l'enfance elle-même, elle était prisonnière de sa petitesse, donc j'avais pas envie de faire quoi que ce soit. J'étais dans une forme de pardon, mais à certains moments, j'ai aussi envie de le tuer, tu vois? Et je continue à porter ça Tu aujourd'hui restes un encore. être humain Et je aussi, l'assume, hein, et bien sûr. j'assume, et je suis ces 2 choses-là. Je suis à la fois quelqu'un qui ne pardonnera jamais et quelqu'un qui a déjà pardonné. Ce que j'aime dans ce que je trouve, hein, je rebondis sur ce que tu dis, c'est extrêmement puissant pour tous celles et ceux qui passent par des moments compliqués, des drames, des deuils, etc. De se dire, ok, de trouver la force, de ne pas subir la vie, de traverser ces épreuves, mais de les traverser en se donnant, en donnant du sens aussi de ce qu'on traverse. Et indirectement, ça donne du sens pour soi, mais Il y a quelque chose et qui m'a aidé il y a très, très, très longtemps, que j'avais lu, et j'ai tendance à vouloir y croire. Alors ça ne veut pas dire que ce soit facile, mais j'ai le sentiment que, il ne nous est jamais rien proposé dans notre existence que l'on ne soit pas capable de supporter. Il y aura, même si on traverse des épreuves, innommables, hem, il y a quelque chose en nous qui est capable de les traverser et d'y faire face. Heu, alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Je sais pas, mais en tout cas, tu vois, pourquoi est-ce que la mémoire de ce qui m'est arrivé dans l'enfance, n'est pas revenue plus tôt et est sortie uniquement, après ma cinquantaine? Pourquoi est-ce que cette amnésie s'est levée? Pourquoi chez certaines personnes, elle ne se lève jamais? Je pense que si quelque chose est trop insupportable, ça va pas se révéler, c'est ce que j'allais dire, c'est que tu étais peut-être pas prêt de l'entendre ça va pas se a révéler. avant, Oui, c'est ça, oui. tu vois? Et je travaille, tu sais, avec des parents endeuillés, je côtoie, voilà, des gens qui ont perdu des enfants, et je suis parfois, bouleversé de voir combien ce drame, qui est peut-être le drame le plus insupportable, a pu, transformer des gens et leur permettre aujourd'hui d'avoir un regard plus apaisé sur ce Mmh. qu'ils ont pu vivre. Ça ne veut pas dire que tout d'un coup la douleur n'est plus là, que l'absence de l'enfant n'est plus là, mais heu, il y a eu une forme de résilience, inimaginable dont ont été capables ces hommes et ces femmes, heu, au-delà de toute logique, en fait. On a des ressources, et c'est peut-être, heu, tu vois, c'est peut-être cette dimension spirituelle, cette âme que l'on porte à l'intérieur de nous qui est capable de ça. Parce que nous, on est dans cette confusion, dans cette brutalité de la vie, on voit, de l'injustice, de l'agression, on voit du drame, heu, mais à un niveau plus profond, un niveau plus spirituel, c'est comme si on prenait une sorte de recul qui nous permet non pas de comprendre des choses, de mettre du sens sur ce qui n'en a pas, mais d'avoir, un accès plus facile à une forme de paix intérieure, même quand on a été confronté à des choses comme ça. Enfin, je suis frappé, tu sais, j'ai est-ce que c'est mon métier, mon passé de reporter de guerre qui me rend, assez, assez énervé quand je vois les discours un peu new age ou spirituels en Occident qui semblent être coupés des réalités difficiles de ce monde-là? Moi, j'ai toujours été attentif à essayer de me dire, est-ce que ce dont on parle quand on aborde la spiritualité, est-ce que ça pourrait s'appliquer à un type de Gaza aujourd'hui, à un type en Israël, à un type au Soudan, et cetera? Et il y a quelques années de ça, enfin il y a une dizaine d'années, j'avais dans le magazine que j'ai créé, Inexploré, voulu faire un numéro spécial consacré aux gens qui avaient traversé des épreuves très, très, très difficiles, pour leur poser la question de savoir s'ils étaient optimistes ou pessimistes. Qu'est-ce que ça avait changé en eux? Et j'ai été frappé en interviewant ces différentes personnes-là jusqu'à un rescapé d'Auschwitz, Samuel Pisar, de voir combien ces gens-là, de par les drames qu'ils avaient traversés, avaient eu une position très différente de celle que j'imaginais. C'est-à-dire qu'ils étaient ni optimistes ni pessimistes, ils étaient dans l'action. Ils étaient dans la mobilisation de leur force intérieure au quotidien. D'ailleurs, Samuel Pisar, lui, parlait carrément de ressources humaines, non pas dans le terme Oui, 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 de, de ressources, de force, de de ressources puissance intérieures. qu'on a, comme tu disais tout à l'heure, parfois on a là, enfin, on ne peut pas s'imaginer la puissance, les ressources qui sont en nous, à l'intérieur de Voilà. nous. Parfois, on pourrait dire, oui, non, mais ça, je pourrais pas traverser ça, c'est pas possible. Et en fait, quand on traverse cette situation, on se dit, waouh,
J'y suis quand même. Alors, Mmh. sur le moment, évidemment, c'est quelque chose qui nous est insupportable, insurmontable, mais après, quand on y réfléchit, après tant d'années, c'est là où on comprend, même plus tard, des années plus tard, le sens, le pourquoi ça nous est arrivé. Bah, oui, ça, c'est encore une autre chose, hein, le fait de comprendre le sens, s'il sentait qu'il y a un sens à comprendre quelque chose, mais heu, les gens que j'ai vus, notamment ce survivant d'Auschwitz, Mmh. heu, il n'a pas nécessairement compris quelque chose, mais il a mobilisé cette force intérieure à un moment où, a priori, il y a plus de force mobilisable, il y a plus de sens, il y a plus rien. Tu es devenu un non-être humain dans un camp où je me rappelle cette phrase de Primo Levi qui décrit un face-à-face qu'il a avec un officier nazi, où l'officier ne le regarde même plus comme un être humain, et Primo Levi est presque bouleversé par son regard, beaucoup plus que la brutalité du camp dans lequel il est enfermé. Cet homme ne le regarde pas comme un autre être humain, alors qu'ils font tous les 2 le même métier, ils sont chimistes tous les 2. Et et voilà, et Samuel Pisard, que j'ai interviewé et qui j'ai passé beaucoup de temps, lui il était gamin quand il est arrivé à Auschwitz. Il venait de voir sa mère et le reste de sa famille partir sur le quai du train, et il a survécu voilà, d'une façon inimaginable, comme un certain nombre d'autres ont survécu aussi. Stéphane, à force d'écrire des ouvrages, de partager tes enquêtes, de faire tes propres recherches, est-ce que ton intuition s'est-elle encore plus développée? Ou alors est-ce que tu as senti aussi d'autres canaux qui se sont ouverts? Alors je dirais que l'intuition, elle ne se développe pas. L'intuition, on l'a. Mais est-ce qu'on l'écoute? Est-ce qu'on est capable de la discerner de nos processus mentaux et de toute notre brouhaha, cérébrale? Ça, c'est effectivement, je pense qu'avec le 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 temps, j'ai commencé à comprendre mieux comment elle se manifestait et comment je pouvais la discerner de mes processus mentaux. Comment? Ben, en apprenant comment je réfléchis, en mettant en lumière comment, mes processus mentaux fonctionnent, qu'est-ce que mon cerveau fabrique dans telle ou telle situation, et à force d'observation et d'expérimentation, j'arrive à certains moments effectivement à avoir plus la capacité à discerner mes processus intuitifs des autres. Mais c'est un apprentissage, en Oui, fait. parce que c'est pas évident. Parce que parfois on a une pensée, mais c'est peut-être le mental qui joue avec nous et c'est pas forcément Et son bah, intuition, exactement. tu vois. Mais c'est là, comme tu dis, on en revient avec l'introspection également, hein, de se dire vraiment de. Bah, ça, je le mets vraiment en évidence dans mon précédent livre, L'amour n'existe pas. C'est-à-dire que notre cerveau, c'est une machine à fabriquer de l'expérience pour anticiper les situations. Donc, c'est une machine à raisonner en permanence. Notre cerveau met du sens, interprète en Elle veut permanence. comprendre, Bah, oui, absolument. c'est son but, Mhm. c'est son but. Donc, le problème, c'est que l'intuition, ça se manifeste par des canaux sensoriels. C'est des choses extrêmement subtiles qui arrivent en nous en permanence, mais ils sont systématiquement interprétés et déformés par notre cerveau. Donc la grande difficulté, c'est de réussir à se connecter presque à la source originelle. Comment est-ce que spontanément l'intuition est arrivée? Est-ce que c'est arrivé, par exemple, par un frisson, par une réaction sensorielle que je peux identifier? Est-ce que c'est arrivé par une image? Comment cette image s'est formée, etc. Et quand on acquiert cette expérience, on est en capacité de plus identifier l'intuition à la source avant qu'elle soit déformée, ou comprendre comment elle a été déformée pour mieux l'interpréter, en fait. Alors, est-ce que tu te sens plus connecté à ton âme aujourd'hui? Oui. Bien, ça c'est un vrai oui. Alors, moi aussi j'ai fait mon travail d'enquête. Mmh. J'ai fait mon Stéphane. Si tu avais déjà fait cette, démarche, par rapport à ton prénom, parce que pour celles et ceux qui me suivent et qui me connaissent à travers toutes les interviews, j'adore les symboliques. Mmh. Que ce soit numérologie, je pars du principe que notre prénom ne nous a pas été, donné par hasard et donc j'ai été rechercher la symbolique du prénom Stéphane. Je ne sais pas si tu avais déjà fait cette Ah démarche? non. Ah bah écoute, voilà. Alors, tu me diras si voilà, s'il y a des choses qui t'interpellent. Mmh. Mais tu vas voir, c'est assez frappant. Alors Stéphane vient du grec qui signifie, la couronne. Alors déjà, tu as un être couronné. Symboliquement, ça incarne la quête, celui qui cherche la vérité, même quand elle dérange, la traversée des épreuves, l'élévation via la couronne, qui en fait la couronne est symbole de conscience, de dépassement, de sommet. L'homme qui devient sage
pas par hasard, mais par cheminement intérieur. La responsabilité morale, celui qui porte une mission et qui donne du sens. Alors, je ne sais pas si ton prénom a une histoire, mais en tout cas, je pense qu'il est bien significatif, non? Ouais, De ce que tu fais aujourd'hui. Oui, effectivement, Incroyable, hein? c'est étonnant, oui. Bon, tu as sélectionné uniquement ce qui correspondait un peu, alors Euh, il y avait d'autres choses. J'ai fait même mon enquête, Ouais, mais en tout cas, ça se rejoint, ouais, c'est bluffant. vraiment. Ouais. Et quand j'ai fait ça, je me suis dit, waouh, c'est fou. Alors, j'ai été plus loin. Ah. J'ai été voir aussi Alix. Ouais. Et le nom Alix porte une symbolique extrêmement puissante. La noblesse intérieure, la protection, l'idée d'un passeur entre deux mondes. Quand on regarde ton parcours, tes enquêtes, tes expériences, que dire? Ouais, c'est trouvelant, oui. Tout était déjà quelque part tracé. Alors, on va terminer, avant de terminer cette interview en beauté, avec ma baguette magique, je t'emmène voir le petit Stéphane âgé de 10 ans. Et que lui dirais-tu en connaissant la suite de son histoire? Courage. C'est tout? Ouais. Je croyais que tu allais me... Tiens bon. Merci Stéphane. Bah, merci beaucoup, Peggy, à toi. C'était très chouette cet Vraiment. entretien. Vraiment, et je sais que tu ressors en plus de plein d'interviews, tu es en conférence en ce moment, tu reviendras nous revoir en Belgique, donc C'est un plaisir, ouais. qui est cool. Merci du fond du cœur de ce beau partage. Merci. Merci beaucoup. On se retrouve pour de nouvelles aventures sur la chaîne YouTube Peggy Parisotto, ainsi que sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, Apple Podcast et Amazon Music. Merci du fond du cœur. Merci.